Saïdi Apep moi, qu'espérez que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission préférée. Oui, Mankadili, votre émission préférée. Bienvenue à vous dans votre émission Tchou pour tête. C'est le rendez-vous hebdomadaire. Le rendez-vous, nous qu'à réfléchir, nous qu'à chercher alternative. Où on le bagaille qui a sorti. Et ça me fait également plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez surtout pas. Fmedia 2344, on le dit, on le répète via les réseaux si vous avez des suggestions à nous proposer. Et également, je tiens également à le préciser, la semaine prochaine, on cherche des invités. Donc s'il y a des Africains, Côte d'Ivoire, Bénin, quel que soit, qui vivent en Martinique, n'hésitez pas, prenez contact avec nous via nos réseaux, comme je disais, Fmedia 2344. Comme ça, nous faisons une belle petite émission pour la semaine prochaine. Le rendez-vous est épisode déjà ça va. Et qui dit tout peut-être dit une équipe. Et là, ça me fait plaisir ce soir parce que le trio est réuni. Saïdi à l'équipe. Ça va. Je dis pas Saïdi à l'équipe. Oui, je dis Saïdi à l'équipe. Comment allez-vous? On est là, on est là. Prenez la parole. Je ne vais pas dire parité oblige. On va pas dire homme-femme, on va dire l'équipe. Alors, qui commence? Mais l'équipe une commence. Non, ça va, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés à toi. Et du coup, ouais, ça fait plaisir. On pourra bien parler, discuter, débattre. Voilà. Égal, oui, effectivement. C'est le rendez-vous. Une fois par mois, on se retrouve à trois et puis on parle d'une thématique. Mais avant de parler de la thématique, Saïdi et Louis. On est là, tranquille. Tranquillement? Ah ouais, ça fait plaisir, quoi, pareil, de nous là ensemble, nous lutter ensemble, quoi. On lutte pour. Et ce soir, nous allons parler du panafricanisme. Et pourquoi le panafricanisme, Ulrich? Ben alors, comme on est dans la lignée qui concerne le continent africain, donc Kama, l'idée c'était de brosser un peu en fait tout ce qui touche à l'Afrique et ça revient souvent. Alors malheureusement, ça revient souvent, mais avec une sorte d'ignorance sur ce qu'est le panafricanisme. Souvent, les gens en entendent parler par des relais, pas forcément par la connaissance directe, pas par eux-mêmes qui vont fouiller pour trouver des éléments, mais parce qu'ils auront entendu parler, notamment avec la venue de Kémy Séba il y a quelques années, je crois que c'était 2018, selon mes souvenirs. Ouais, juste à, ouais. Ouais, à peu près, ouais, 2018. C'est vraiment ça qui a donné un regain, même s'il y a des associations qui n'ont jamais cessé de parler de panafricanisme depuis un certain moment. Et en fait, l'idée, c'était effectivement d'apporter une information qui soit la plus... en tout cas, qu'on va essayer de traiter de façon objective, en tout cas moins subjective, et pour que les gens puissent aussi aller chercher l'information et ne pas s'arrêter à ce qu'ils vont entendre par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, mais qu'ils aillent vraiment chercher la substance finalement de ce qu'est le panafricanisme pour se faire leur propre idée là-dessus et ne pas s'arrêter sur ce que peuvent en dire, notamment les médias qui sont en guerre affichés contre le panafricanisme tout court, parce que on va le voir, c'est aussi un danger idéologique. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que on se devait de le traiter pour apporter un peu de sérénité sur le débat concernant le panafricanisme. Audrey, la première fois que tu as entendu le panafricanisme, c'était à peu près en quelle époque et puis par rapport à quoi? On va pas dire en quelle époque, parce que je Quelle ne sais année? pas. Par rapport à quoi? Par rapport à Kémy Séba, par rapport à mon intérêt quand j'étais en France pour l'Afrique, parce que c'est quand on vit là-bas. Bon, j'ai pas vécu longtemps, hein, j'ai vécu 3 ans, j'ai voulu revenir en Martinique. Mais c'est vrai que c'est quand on est loin qu'on se rend compte que, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Et que, effectivement, il y avait la question antillais, africain, c'était très présent. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était m'intéresser vraiment, on va dire, à tout ce qui était Afrique, panafricanisme, et puis les Martiniquais, enfin, le lien. Mais ça reste quand même une notion floue pour moi. Donc, aujourd'hui, je serai aussi là en tant que personne apprenante et puis je vais quand même poser des petites questions, je pense, qui pourront aider tous ceux qui nous écoutent aussi et nous regardent. On rappelle, peut-être on discute. Ce soir, j'ai envie de dire, côté de l'expert, on va dire. Ce sera monsieur Ulrich. Comme vous l'avez constaté, on a commencé le volet sur l'Afrique avec le fantasme de l'Afrique. La semaine dernière, très belle thématique, entre dédicace à Xavier et à Emmanuel pour le voyage en Afrique. Et bien on continue, comme tu disais, le panafricanisme. Et pour continuer, on va commencer avec la première question
Qu'est-ce que le panafricanisme et quelles sont ses principales aspirations? Alors déjà avant de commencer, je voulais dire d'où je parle. Donc je vais parler en tant que militant depuis une dizaine d'années environ, en tout cas, panafricain, et qui a d'ailleurs milité sur 3 terrains. Donc d'abord en région parisienne, ensuite en Afrique de l'Ouest, plus principalement au Togo, en tout cas sur la période la plus longue au Togo, et ensuite en Martinique, Guadeloupe aussi, quand je fais les voyages. Et donc le panafricanisme, ça va être une doctrine idéologique qui est née au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, qui va prôner l'émancipation des peuples qui vivent sur le continent africain et les peuples afrodescendants. Donc on va compter justement la Martinique parmi ces peuples afrodescendants, mais il y a aussi les Afro-Américains, enfin Afro-États-Uniens d'ailleurs, je préfère dire, les Afro-Colombiens, les Afro-Brésiliens, les Afropéens, donc ceux qui vivent sur le continent aussi européen. Donc tous les peuples qui vont vivre en diaspora, ce qu'on appelle la diaspora, et aussi évidemment sur le continent. Donc il y a 2 visées, il y a une visée émancipatrice, qu'elle soit politique ou culturelle ou sociale ou éducative, donc une émancipation à ce niveau-là, et aussi du coup l'idée d'une unité. Donc d'ailleurs la racine pan, c'est souvent ça, c'est pour créer, donc il y a le panarabisme, donc il y a le panafricanisme, c'est pour créer du coup une unité entre ces populations-là, et comme je le dis, à travers des prismes qui sont différents. Donc c'est chacun qui rentre en fonction de ce qui le touche. Donc certains vont le prendre par le prisme spirituel, donc notamment les kamites, d'autres par le prisme culturel, d'autres par le prisme social, sportif, etc., etc. Donc, et politique. Donc moi, je suis dans le prisme politique avant tout, mais je ne suis pas contre en fait le fait qu'il y ait d'autres portes d'entrée qui permettent justement d'arriver à ce que j'ai dit, l'unité et l'émancipation. Lors de mes recherches sur le panafricanisme, j'ai un mot qui est revenu assez régulièrement aussi, c'est la solidarité. La solidarité, l'esprit de fédération, le rassemblement, concernant le mot panafricanisme. Oui, mais également. Du coup, c'est des choses qui sont aussi théorisées, notamment par Julius Nyerere, qui est une des personnes, un des penseurs en tout cas du panafricanisme, et qui lui l'a théorisé en écrivant du coup des ouvrages et en véhiculant l'idée d'Ubuntu. Donc ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village et de faire comprendre que ce n'est pas De Rênal qui a parlé en premier de l'Ubuntu. Ce sont des notions qui viennent des peuples qui pratiquent le Swahili notamment, donc on a fait plutôt de l'Est. Et du coup, l'idée justement de solidarité, c'est ce qu'on appelle l'Ubuntu. Entre autres, dédicace à Fabrice, qui se reconnaîtra. Ma première question, tu l'as répondu? Totalement. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose, Audrey? Oui, tu as parlé d'émancipation de... c'était quoi déjà? Tu as parlé de l'émancipation des peuples. Comment tu as dit ça? Voilà, des peuples qui vivent sur le continent africain et les peuples afrodescendants, donc de la diaspora. D'accord. Quand tu parles d'émancipation de ces peuples-là, qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment on voit ça matériellement? Comment on peut le voir véritablement, en fait, dans la vie? Ok, donc ceux qui vivent sur le continent africain, c'est ceux qui sont capables de prendre des décisions entièrement pour eux-mêmes. D'accord. Et ceux qui vivent en diaspora, ça va être de ça. Alors, il y a 2 types. Il y a ceux qui vivent dans des pays majoritairement afro, comme je l'ai dit par exemple la Martinique, où là ce sera d'être souverain, d'accord, donc d'avoir l'indépendance. Et pareil en fait que pour les peuples qui vivent sur le continent, de pouvoir s'autodéterminer. Également dans la Caraïbe, hein, parce que Jamaïque, voilà, les Afro-Caribéens. Effectivement, les Afro-Caribéens. Donc voilà, ce type de peuple-là, Haïti, qui est celui d'ailleurs qui est le premier à s'être libéré du joug colonialiste. Et il y a ceux qui vont vivre par contre dans des territoires occupés. Enfin, ils sont sur ces territoires-là, mais ce ne sont pas leurs terres d'origine. Et là, c'est qu'ils puissent vivre en étant totalement intégrés et qu'on respecte leur intégrité physique et morale. Donc qu'ils puissent être libres et qu'ils ne subissent pas de discrimination, de racisme et autres, et qu'ils puissent vivre en tout cas en communauté et qu'on respecte leur communauté et qu'ils puissent justement utiliser l'art qu'ils veulent, utiliser la spiritualité qu'ils veulent, etc., etc. Qu'ils puissent vivre justement libres sur ces territoires-là en ayant un appui justement des territoires qui sont en diaspora ou sur le continent qui seraient souverains. Ça leur permettrait justement d'être... On peut prendre l'exemple justement des diasporas chinoises qui s'installent un peu partout et qui ont une nation souveraine qui les protège, qui fait en sorte que justement on ne touche pas un Chinois quel qu'il soit dans le monde.
il y a toujours des répercussions diplomatiques, en tout cas. Je te remercie. Quel est l'historique du panafricanisme? Ok, donc le terme va venir et la doctrine va venir d'Amérique, de tout ce qui concerne le bassin caribéen et aussi l'Amérique. Donc c'est les Afro-Américains et les Afro-Caribéens qui vont beaucoup impulser la dynamique du panafricanisme. Et ça va se matérialiser en 1900 par la première conférence panafricaine. Donc là, je vais citer des noms de ceux qui sont les précurseurs. Donc c'est Henry Sylvester Williams, Benito Sylvain, Henry B. Brown, Walter Alexander, Wilmot Blyden, Antenor Firmin, Booker T. Washington. Donc ça, c'est ceux vraiment qui, pendant ces années-là, justement avant le début du XXe siècle, vont travailler pour unir les populations qui vivent justement en diaspora et qui subissent le colonialisme, qui ont subi l'esclavage et qui vont, certains en tout cas, vivre directement une sorte d'apartheid. Enfin, pas une sorte, un apartheid. Ségrégation aussi. Voilà, une ségrégation raciale, etc. Donc ça va être de prendre conscience de cette discrimination-là qui se vit justement en diaspora et de travailler justement à l'intégrité des différents peuples qui vivent dans cette diaspora et des pays qui sont à ce moment-là libres, comme Haïti, l'Abyssinie, donc c'est l'Éthiopie, et le Libéria. Donc le Libéria, j'ai parlé de ça, c'est une expérimentation aussi de rapatriement des Afro-Américains en Afrique. Donc ça va commencer par là, par cette conférence-là, qui va du coup fixer ces choses-là, qui va prendre des grandes postures, luttant contre la discrimination, pour le respect de l'intégrité des populations noires, où qu'elles soient dans le monde. Donc il y a aussi une façon de théoriser le terme noir et ensuite nègre, grâce à notamment Aimé Césaire, en tout cas le mouvement de la négritude. Je ne vais pas dire juste Aimé Césaire, parce qu'il y a quand même notamment les sœurs Nardal, dont on essaie d'invisibiliser. Donc tout ce mouvement de la négritude-là, où il y a aussi Senghor, il y a Gontran Damas, il y a plusieurs personnes. Et donc du coup, ils vont stabiliser cette notion-là. On s'unit, on lutte contre la discrimination et on fait en sorte qu'on soit respecté dans notre intégrité. Ensuite, vont commencer une série de congrès panafricains, notamment un en 1919. Et là, il y a deux nouvelles figures qui vont émerger. C'est Webb Du Bois et Marcus Garvey. Donc Marcus Garvey, lui, va prôner avec sa compagnie qui s'appelle la Black Star Line et son mouvement qui s'appelle l'UNIA, le rapatriement, le Back to Africa. Donc quand on entend notamment les mouvements Rastafari, certains mouvements Rastafari parler du Back to Africa, ils s'appuient beaucoup là-dessus, sur ce qu'a fait Marcus Garvey, qui a réussi à faire, avant même Martin Luther King, une marche sur Washington, où il y avait des milliers de personnes qui suivaient son mouvement. Et donc, il a organisé avec la Black Star Line, justement, des rapatriements sur le continent. Donc, il y a deux visions qui vont s'opposer. Le garvéisme contre la notion de Du Bois. Du Bois, lui, ça va être le premier, il est considéré en tout cas comme le premier sociologue américain. Donc, il est afro-américain. Donc, c'est une sommité en termes intellectuels. Et lui, il va prôner l'intégrationnisme. C'est des choses qu'on va beaucoup retrouver dans toute l'histoire du panafricanisme. Il y a ceux qui vont lutter pour pouvoir retourner. Il y a ceux qui vont lutter pour pouvoir être intégrés dans n'importe quel territoire. Est-ce qu'il y a une différence avec l'aliénation par rapport à cet intégrationnisme? Alors, c'est pas leur propos premier. L'aliénation, ça va venir avec Fanon, donc dans les années 1950. Mais eux, c'est vraiment sur comment vivre en territoire occupé, finalement. Comment lutter contre cette discrimination. Et donc, Du Bois, ça va être sa ligne. Et malheureusement, en tout cas, enfin, pas malheureusement, c'est à titre personnel que je dis ça, mais en fait, la ligne de Du Bois va l'emporter sur la ligne de Garvey. Donc, Garvey va faire les choses de son côté et Du Bois va du coup solidifier son réseau pour pouvoir effectivement prendre des dispositions pour pouvoir être intégrationniste, donc s'intégrer pleinement dans les territoires sur lesquels ils sont implantés. Quand on parle d'intégrationnisme, est-ce qu'on parle de rester en communauté ou bien de s'élargir avec tout le monde? Alors, faut pas oublier que c'est un Afro-Américain. Donc, aux États-Unis, dans les pays anglophones tout court, la communauté n'est pas mal vue et n'est pas interdite comme en France, d'accord, hormis la communauté française. Donc, lui, c'est plutôt le fait de s'intégrer en passant par la communauté. D'accord, il ne va pas parler justement d'universalisme ou quoi que ce soit. Ça va venir plus tard avec Luther King. Mais lui, c'est vraiment, on est une communauté afro-américaine et on peut s'organiser en tant que communauté et
avoir les mêmes droits que toute autre communauté qui vit aux États-Unis, notamment la communauté blanche. Donc c'était une recherche du droit civique. C'était une recherche du droit civique pour pouvoir s'intégrer au maximum. Pour être pour considéré rester comme... aussi. Pour rester, rester là où ils étaient. En fait. Et pour avoir justement user en fait de ces droits, d'avoir les mêmes droits que n'importe quel citoyen qui vit sur ce territoire. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour ça que c'est une vision intégrationniste contre l'autre vision qui est plus séparatiste et qui veut carrément en fait se rapatrier sur le continent. Ce qui est intéressant concernant ces deux personnes-là, c'est que Du Bois, lui, est allé sur le continent africain, Garvey n'a jamais pu aller sur le continent africain. Ah ouais. C'est ça qui est archi intéressant. Et Du Bois va, sur ses vieilles années d'ailleurs, faire un peu machine arrière en vivant justement sur le continent et va former finalement les leaders qui vont venir après la Seconde Guerre mondiale et où là justement il va avoir un transfert. Donc idéologiquement, on va passer de leaders qui sont afro-américains, afro-caribéens. Donc par exemple, Benito Sylvain c'est un haïtien, Anténor Firmin c'est un haïtien, Blyden il est né à Saint-Thomas, Garvey c'est un Jamaïcain d'origine. Donc on va passer de ça à des leaders qui là par contre vivront sur le continent africain, même s'ils vont venir faire leurs études comme Nkrumah sur le continent européen, mais eux ils vont retourner sur leur terre, il y en a même qui ne vont jamais quitter leur terre, et ils vont participer à la vague d'indépendance qu'on va connaître dans les années 60. Parce que je tiens à rappeler aussi, il me semble qu'à cette période-là, il y a beaucoup de ségrégation qui au niveau des Afro-Américains. La ségrégation elle est très forte. Oui, exactement. Donc du coup, il y a les mouvements du Ku Klux Klan, etc., les suprématistes blancs qui ont pignon sur rue. Et justement, c'est dans ce contexte-là que va naître toute l'idée qui est liée autour du panafricanisme. Et comme je l'ai dit, va se faire le transfert. Le transfert va se faire à partir de 1945 et la conférence notamment le congrès panafricain de 1957, où là, c'est donc d'autres figures que je vais citer qui vont émerger. Donc c'est notamment Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Donc Kwame Nkrumah, c'est celui qui a déclaré l'indépendance du Ghana. Donc c'est le premier président du Ghana. L'indépendance du Ghana, c'est en 1957, c'est en mars 1957. Sékou Touré, lui, c'est au niveau de la Guinée. D'ailleurs, en 1958, le général de Gaulle va faire un référendum pour demander aux anciennes colonies s'ils ne peuvent pas créer une fédération des anciennes colonies. Et le seul pays qui dit non, c'est le pays de Sékou Touré. Et d'ailleurs, Sékou Touré va dire « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que la servitude dans l'opulence ». D'accord, donc ça c'est en 1957 qu'il a ce discours. Et donc là, à ce moment-là, va émerger le panafricanisme politique, donc notamment qui est symbolisé par Kwame Nkrumah, et lui va notamment écrire un livre qui est important à lire pour ceux qui s'intéressent au panafricanisme, qui s'appelle le conscientisme. Donc c'est la prise de conscience que pour qu'on puisse avoir une unité et se défendre par rapport au colonialisme, il faut qu'on crée ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. D'accord ? Et donc un État fédéral africain, parce que lui a déjà compris que chaque État qui a été créé artificiellement ne pourra pas se défendre contre le colonialisme. Il faudra plutôt qu'il y ait une union. Et d'ailleurs, il va le symboliser en s'unissant avec la Guinée. Ils vont créer d'ailleurs la première union fédérale entre la Guinée et le Ghana. Et leur principe, eux, c'était d'aller de région en région. D'abord unir l'Afrique de l'Ouest, ensuite l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, etc. pour créer une unité fédérale africaine. Là, c'est le panafricanisme politique vraiment qui va naître à ce moment-là. Et ils vont du coup prôner l'union des territoires pour pouvoir créer des pôles qui seront fédérales. Donc la défense, l'éducation, l'économie, donc qui seront gérés par des institutions supranationales. Et puis ensuite, chaque État est en capacité de se gérer lui-même. Mais il y a des institutions qui vont s'occuper à défendre le territoire et à les éduquer, etc. Un peu comme à l'époque, dans les années 92, quand ils ont lancé la CEE avec la communauté européenne. Oui, ou les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc voilà, donc, à ce moment-là, on passe au panafricanisme du coup politique, avec cette vision-là. Et eux, ils vont s'opposer à ce qu'on appelle les souverainistes. Donc les souverainistes, ça va être la ligne on les appelle la ligne de Morovia, et eux, c'est la ligne de Casablanca, Kwame Nkrumah, Guinée et Sékou Touré. Et la ligne de Morovia, eux, ça va être Houphouët-Boigny, donc la Côte d'Ivoire, et Senghor, le Sénégal, qui, eux, vont prôner la libération, donc l'indépendance, mais en gardant un lien étroit avec l'ancien colon.
Ok, donc que ce soit la France pour eux, l'Angleterre pour les autres. Les Portugais, eux, ça va venir plus tard. D'ailleurs, les luttes émancipatrices avec les Portugais, l'indépendance de l'Angola, c'est dans les années 70. Ça arrive beaucoup plus tard. Donc, voilà. Et ils vont s'opposer en 1963, quand va être créée l'Union africaine, l'Organisation de l'Union africaine, l'OUA, à Addis Abeba, avec l'appel d'Haïlé Sélassie. Et c'est la ligne de Monrovia qui va l'emporter. Donc, effectivement, les pays vont devenir indépendants, mais ils vont rester, effectivement, ils vont... La plupart contracter des contrats officiels et officieux avec l'ancien colon qui va garder une mainmise finalement sur les colonies, les anciennes colonies, qu'on va plus appeler colonies officiellement, mais qui le seront toujours. Et il va mettre en place des mécanismes comme le franc CFA pour pouvoir dominer économiquement, par exemple, ces zones-là. Et militairement, ils n'ont aucune défense militaire, ces pays-là. Ils vont toujours s'appuyer sur la France et va naître justement ce qu'on appelle la France-Afrique, avec notamment Foccart, qui est celui qui va diriger la France-Afrique. Et quel que soit le bord politique. Donc quand on parle justement, c'est marrant, quand on parle justement du fait que quand c'est un président de gauche qui va être élu, on aura peut-être plus de chances d'être émancipé. Non, on a vu historiquement que voilà, PS, Mitterrand, Chirac, De Gaulle, et ils avaient tous des contacts directs justement avec Foccart qui lui dirigeait les opérations sur le terrain, sur le continent. Et donc là, il va y avoir aussi donc, des leaders, je vais les nommer. Donc il n'y a pas de mort. Il y a combien de combats, j'ai dit Félix Moumié, Lumumba, Sékou Touré, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Sylvanus Olympio, ça c'est au Togo, Modibo Keïta au Mali. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, mais quelque chose qui va vraiment cristalliser dans les milieux panafricains, les luttes d'émancipation, c'est le Cameroun. Avant l'Algérie, il y a une grosse guerre civile qui se déroule au Cameroun et qui va déterminer beaucoup de choses sur la suite. Et comme vous le voyez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont toujours des places fortes de la France, qui sont symbolisés par Abidjan, le petit Paris, et Dakar du côté du Sénégal, mais ce sont toujours des alliés fidèles de la France. Je vois qu'au fil des années, il y a toujours deux lignes qui se confondent. Toujours une qui est pas pro en fait, qui veut rester en tout cas dans le système colonial ou autre, et puis une qui effectivement qui veut se détacher carrément et pouvoir faire par eux-mêmes sans les anciens pouvoirs en fait. Exact, par eux-mêmes pour eux-mêmes. Malheureusement, pendant un moment, ils vont disparaître. Ceux qui veulent s'organiser par eux-mêmes, ils vont réapparaître ces dernières années. Et d'ailleurs, dans les années 80, il va se passer, il y a ce qu'on appelle le plan de Lagos. C'est là que va apparaître une autre figure qui est Thomas Sankara, dont on parle beaucoup. Lui, c'est pas un père de l'indépendance, mais il va venir après. Et il va lutter contre ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. C'est-à-dire que les différents États qui sont souverains vont contracter des dettes auprès du FMI et la Banque mondiale, mais en échange de ces prêts-là, c'est pas juste tu fais un prêt, on te donne de l'argent et puis tu rembourses comme tu peux. En échange de ces prêts-là, ils vont faire des ajustements sur les structures, les infrastructures de ces États-là. Ils vont demander à ces États-là d'avoir un certain comportement. Donc l'éducation, tu le fais pas comme tu veux, tu le fais avec une école, par exemple, républicaine. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, au Togo, par exemple, les livres qu'ils vont étudier, ce sont des livres européens. Leur propre histoire, ça va venir après. La langue officielle, ça va être le français. Voilà, toutes ces choses-là vont se mettre en place. Donc, comme je l'ai dit, au niveau militaire, c'est toujours aussi les anciennes colonies qui dirigent. Et enfin, au niveau structurel, donc économiquement, ils vont mettre en place des réformes pour les fonctionnaires, etc. Pour qu'en gros, le développement qui se fait au niveau des pays africains se calque sur le développement européen. Donc, c'est là que quand je parlais d'aliénation, que l'aliénation s'effectue. C'est là qu'il va y avoir toute une politique justement d'assimilation qui va se faire au niveau français. Les Anglais et les Portugais, c'est un peu différent. Assimilation, pas aliénation. Non, ouais, plutôt assimilation. Plutôt assimilation. Ok, d'accord. Audrey. Non, c'est bon, je te remercie. Ah oui. Ton stylo. Je retiens dessus. Existe-t-il différents courants ou visions du panafricanisme et comment se distinguent-ils? Alors, justement, donc il va y avoir ceux qui sont... Il va toujours y avoir le côté intégrationniste. Donc ceux qui veulent qu'il y ait un développement qui se calque effectivement sur celui de l'Europe. Mais ils vont le transformer comme on va le faire à l'africaine, d'accord, avec nos coutumes, etc. Mais en gros, ça reste en gardant un certain capitalisme, d'accord, et en se développant et en rattrapant le retard sur les pays européens ou les pays développés, occidentaux. Il n'y a pas que les pays européens. Donc il y a cette ligne-là, et cette ligne-là est plus axée aussi sur le fait que pour y arriver, il va falloir qu'on s'allie avec des puissances
existante, parce que la géopolitique actuelle veut qu'il faut qu'on soit sous la protection d'un puissant pour pouvoir y arriver. Parce que militairement, c'est compliqué. On peut revenir sur le cas de l'Afrique du Sud, qui, quand il s'agit en tout cas de mettre fin à l'apartheid, et que Mandela arrive au pouvoir, une des premières choses qu'ils ont négociées, c'est que Mandela recule sur le nucléaire. Et pas le nucléaire civil, mais le nucléaire militaire. Parce qu'à partir du moment où l'Afrique du Sud aurait été sanctuarisée, comme on dit, là, c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer un pays qui est déjà sanctuarisé. On peut attaquer des pays qui ne sont pas comme le Liban. Israël le fait sur le Liban, par exemple. Ils peuvent se permettre de déroger au droit international parce qu'il y a la menace nucléaire. Et en plus, l'appui des États-Unis. Ce qui fait que personne n'ose vraiment attaquer, en tout cas parmi les grands puissants, n'ose vraiment attaquer Israël. Si l'Afrique du Sud avait eu ce pouvoir-là, là, les choses auraient pu être différentes. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment, ils ont été vraiment ingénieux pour négocier pour que Mandela retire ça de sa ligne de conduite, de sa feuille de route. Négocier par qui? Comment? Tu as parlé de négociation. Mandela avec contre qui? Contre Claire, contre les okay. Afrikaners. Ok, les Afrikaners. Voilà, okay. Donc de Claire plutôt. Donc, il y a ce mouvement-là, du coup, qui va être plutôt intégrationniste, et puis il y a un mouvement qui va être souverainiste, qui là va faire en sorte de revenir sur l'idée qu'avait développée Nkrumah sur créer l'État fédéral effectivement africain. Et donc faire en sorte que maintenant il y ait des indépendances dites totales. C'est pour ça qu'on ne va plus dire indépendance, parce qu'on a vécu l'indépendance, mais sauf que là ils vont prôner une indépendance avec cette fois aucun accord ni commercial ni militaire avec l'ancienne colonie, puisqu'ils se sont rendus compte justement que c'était un piège qui fait que tu es toujours sous le joug finalement de ton colon, que tu le veuilles ou non. En tout cas, tu es toujours vulnérable. Et ça va se traduire justement par la libération là, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui d'ailleurs se rejoignent dans l'AES, par exemple. Et donc voilà, il y a cette ligne-là qui se crée, qui s'appuie sur les travaux des anciens comme Nkrumah pour créer cette unité fédérale panafricaine. Donc c'est récent. Oui. C'est revenu, mais c'est récent. Voilà, c'est récemment qu'ils sont revenus en se rendant compte justement que, par exemple, le plan d'ajustement structurel, ben ça aussi c'est un échec. Donc, échec sur échec, ils commencent à se rendre compte que rester et avoir des accords économiques et militaires avec l'ancien colon, ça n'a pas vraiment apporté de souveraineté aux populations qui sont dans ce cas. Et je rappelle également que les ressources naturelles de leur sol, eh ben, ils ne jouissaient même pas, ne pouvaient même pas jouir de tout ça également. C'était souvent les colons, les Français, les Anglais, surtout les Français qui s'accaparaient tout ça. Oui, d'ailleurs. Pour la richesse également de ces pays-là. Il faut bien voir justement que, par exemple, le Niger ou le Mali, quand ils se libèrent, une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils revoient ces accords économiques-là. Et quand ils voient en fait qu'ils sont spoilés, ben, ils arrêtent. Ils arrêtent et ils font en sorte de prôner le fait que les minerais, en tout cas locaux, vont être gérés par les locaux, par l'État en question, qui vit sur place, et pas par les étrangers qui, d'ailleurs, leur train de vie dépend beaucoup des ressources minières, des ressources en tout cas qu'il y a sur le continent africain. C'est pas normal en fait. Donc, on rappelle également que ce petit matériel-là, le téléphone, entre autres, on te voit là, Ulrich. J'ai voulu montrer, mais bon voilà. Je rappelle également que les téléphones, tout ça, c'est souvent de ces composants qu'ils récupèrent également en Afrique. Les mines de cobalt et de coltan. Cobalt. Okay. Notamment pour faire les je remonte les téléphones. Il fallait que je le montre quand même. Et puis il y a des mouvements qui sont beaucoup plus là, culturels et spirituels, donc qui vont faire en sorte d'avoir un retour vers les pratiques des groupes en tout cas qui pratiquent toujours leur spiritualité sur le continent et qui vont faire en sorte de le développer dans la diaspora, pour qu'ils puissent avoir une certaine intégrité culturelle qui soit reconnue déjà mondialement et pour qu'ils puissent justement pouvoir pratiquer leur propre spiritualité sans qu'il y ait encore une fois de spoliation ou de coercition. Donc, excuse-moi, il y a d'abord eu le panafricanisme politique et ensuite sont venus le côté spirituel et culturel. Alors, ça? Ils ne sont pas venus l'un après l'autre, ils sont venus en même temps, mais ils n'ont pas les mêmes visées. Ceux qui sont dans le panafricanisme, en tout cas culturel ou spirituel, n'ont pas forcément pour vision politique qu'il y ait une certaine souveraineté des peuples. Eux, c'est une souveraineté culturelle qui leur sied en fait. Mais ceux qui sont justement dans le côté politique, eux, c'est la première des choses, c'est la souveraineté. C'est la première des choses, c'est leur discours va s'axer là-dessus. Souveraineté au niveau de l'économie, de l'éducation, de la défense, etc.
Ben, merci Audrey, puisque tu as un petit peu amorcé la transition pour la prochaine question, Je t'en prie. avec quel est l'accueil de la population, puisque effectivement avec ces différences en termes d'ethnie, puisqu'on parlait la semaine dernière à différents peuples, différentes religions également, entre la population du Maghreb plus côté musulman, les religions, le vaudou, quel est l'accueil des populations sur le continent du panafricanisme? Ok. Je reviens juste sur le côté musulman, c'est le Sahel, hein, parce qu'il ne faut pas prendre que le Maghreb, puisque les populations, justement, au niveau du Mali, Sénégal, sont musulmans, et pourtant, ils ne font pas partie du Maghreb. Alors, l'accueil, c'est là où c'est complexe, c'est-à-dire que le panafricanisme est beaucoup, pour l'instant, dans les sphères élitistes. Donc, quand on va sur le continent, tu ne vas pas parler de panafricanisme avec n'importe qui que tu vas croiser. C'est une réunion d'érudits, tout comme ça? Mais en fait, malheureusement, ça commence par là, par ces milieux-là, et ensuite, ça va se diffuser vers la population. Et là où je ne fais pas forcément une propagande pro-Kémy Séba, mais c'est quelqu'un qui a quand même bougé pas mal les lignes sur le continent. Parce que lui va commencer à toucher les populations. Ce que d'autres ne vont pas réussir à toucher, lui va vraiment toucher les populations à travers c'est un peu comme on va le retrouver en Martinique. Il va commencer un combat sur le franc CFA. Il va le populariser d'une certaine manière. Voilà, et ce combat sur le franc CFA va remuer beaucoup de choses au niveau des populations et pas seulement au niveau des élites. Donc, il y a un combat idéologique qui se fait au niveau des élites où ils vont parler de cela. Donc ils vont parler justement de toutes ces figures que j'ai citées. Mais ce n'est pas forcément diffusé au niveau du peuple. Par exemple, Lumumba est mort en 61, donc ça fait en fait 60 ans qu'au Congo, c'est ça qu'on parle de Lumumba. Ce n'est pas une figure nationale qu'on peut avoir, comme par exemple il y a eu Césaire en Martinique. Donc ce n'est pas encore vraiment diffusé. Mais ce travail-là sur le franc CFA, où on parle d'une situation qui fait consensus. Tout le monde se rend compte que le franc CFA est problématique. Et forcément, les populations s'en rendent compte et vivent aussi, parce qu'ils ont aussi vécu des déflations du coût du franc CFA qui est passé justement à des moments à moins 100%, la monnaie va être dévaluée. Donc les populations dans les années 90 vont sentir le contre-coup de cette dévaluation. Il y a des matières premières qui vont tout d'un coup flamber et ils n'auront plus les moyens de pouvoir justement les consommer. C'est pour ça que j'ai dit par exemple que dans le pain à bokit, on va plus retrouver la salade dedans parce qu'en fait la salade même, le maïs, va flamber. Le prix de ces valeurs-là va flamber parce que les monnaies sont dévaluées. Et donc, là, se rendant compte que le franc CFA, c'est vraiment une problématique, mais en fait, ça va se diffuser dans la population. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur jusqu'à la libération populaire qui va se faire au niveau du Mali, etc. Mais on se rend compte quand même que même si c'est populaire, ce sont toujours les militaires qui font les coups d'État. C'est pas, en fait, c'est rarement un renversement populaire comme on peut l'avoir connu justement dans la Caraïbe ou autre, ou en Amérique du Sud. Là, c'est vraiment, à chaque fois, des coups d'État qui sont faits militairement. Par des militaires, tout à fait. Et malheureusement, ce qui fait qu'après coup, c'est rarement qu'ils dirigent avec le peuple. C'est selon leur propre agenda à eux. Et on va dire les nouveaux leaders panafricains qui émergent, Assimi Goïta, etc., ce sont pas exagérer en disant des novices, mais ils apprennent en même temps qu'ils ont le pouvoir. C'est pas vraiment on voit bien justement ceux qui sont alertes sur le panafricanisme, on voit bien en fait que ils ne sont pas en train d'appliquer le programme qu'a pu mettre en place le Sankara ou qu'a pu mettre en place Nkrumah le temps qu'il a dirigé. Mais il faut faire aussi attention de qui finance également ces armées ou ces milices aussi. Parce que souvent le colon se cache derrière ces coups d'État-là également. Oui, mais quand on est dans une situation où on n'a pas forcément de moyens, malheureusement, géopolitiquement parlant, en tout cas, ça s'explique. C'est pas quelque chose en fait qui est dénué de sens de pouvoir s'appuyer sur des puissances étrangères, mais de faire attention à quelles puissances étrangères avec lesquelles on s'allie et si on s'allie sur un point d'égalité. Il y a une différence entre s'allier sur un point d'égalité parce qu'on va faire des échanges, des accords justement qui fait que par exemple la Chine va beaucoup construire des infrastructures sur le continent, mais en donnant la garantie qu'ils ne vont pas s'immiscer dans la vie quotidienne des populations chez lesquelles ils vont construire des infrastructures qui vont servir aussi aux Chinois. Il faut être clair, c'est la géopolitique. Mais ils ne vont pas être assimilationnistes, par exemple. Ils ne vont pas faire en sorte que le chinois va devenir la langue officielle du pays. Qui vont aider. Par exemple, ils sont beaucoup au Rwanda. Voilà, ce n'est pas pour autant que le Rwanda est devenu une province de Chine. Donc, géopolitiquement, ça s'explique. Ça va dépendre du rapport. Et maintenant, le gros conflit, les choses qui vont se nouer, là, c'est au niveau militaire. C'est vraiment à partir du moment où on va réussir à se défendre par nous-mêmes,
Là, ça va peut-être accélérer le processus. Tant qu'on ne peut pas se défendre par nous-mêmes, on est ouvert à ce qu'il puisse avoir une attaque en fait de l'ancien colon à n'importe quel moment. Alors la France peut-être pas parce qu'ils sont beaucoup moins forts militairement, mais par exemple les États-Unis ont toujours des bases. Ils vont user la France, hein. Ils vont arriver, ils vont s'immiscer en catimini. Non, c'est plus compliqué aujourd'hui de le faire. C'est pour ça qu'ils se font. À un certain moment. Ils se font avoir. Voilà, ils se font rejeter par. Quand on dit ça à certains moments, c'est-à-dire des années 70 jusqu'aux années 90, on entendait beaucoup de coups d'État. Et puis on entendait aussi que, par exemple, pour la guerre au Rwanda, la France est également investigatrice de tout ça également. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, ils avaient une armée qui était viable. Aujourd'hui, la France, dans le Conseil international, n'a plus une armée qui est viable. Donc, ils n'ont plus les moyens, en fait, de faire les campagnes qu'ils ont pu faire justement dans les années 70. Par contre, les États-Unis ont toujours ces moyens-là. Ils ont toujours des bases militaires dans des zones bien ciblées et ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Pourquoi la France va se cacher derrière l'OTAN? Justement, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Audrey, je sens que tu as envie de poser des questions. Vas-y. Non, j'écoute religieusement Ulrich. En fait, j'apprends beaucoup de choses et j'essaie de faire le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand tu as parlé du fait que ce soit les militaires qui ont toujours actionné, en tout cas sur le continent, quand on n'a pas l'armée, si je comprends bien, c'est un peu compliqué. Ouais. Le processus est plus long. En tout cas, ça ne va pas se passer comme dans les années 60, où populairement, on va réussir en tout cas à déclarer une indépendance. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on voit bien que ça passe par des coups d'État militaires. Tout à l'heure, là, tu parlais entre autres de Césaire. Quel a été le rôle des penseurs martiniquais comme Aimé Césaire, Frantz Fanon, entre autres en Algérie, dans le développement du panafricanisme? Alors, Césaire, j'en ai parlé. C'est au niveau de la réhabilitation du nègre, d'accord, dans son intégrité intellectuelle notamment. Et son discours sur le colonialisme, qui va vraiment faire bouger les lignes parce que ça va avoir un impact mondial d'ailleurs, ces travaux qu'ils vont faire avec ce livre-là, justement, Discours sur le colonialisme. Donc c'est toujours marrant de voir que ces autres pamphlets, etc., tout ce qui est poétique est étudié à l'école, mais Discours sur le colonialisme n'est pas étudié. Parce qu'en fait, c'est un livre qui est très subversif envers le colon. Donc lui, ça va être ça son apport. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est proche de Senghor. Donc c'est lui et aussi qui est proche de ceux qui vont prôner le fait qu'on va rester français. D'ailleurs, on voit bien dans son discours qu'il dit bien que le créole, ce n'est pas une langue de culture, que c'est le français. Il a une certaine idéologie, Césaire. Donc il a un impact, mais qui est quand même milité. Fanon, c'est autre chose. Parce que lui, du coup, Fanon va prôner du coup la... Excuse-moi, avant de parler de Fanon, il faut rappeler également qu'Aimé Césaire, la départementalisation vient à travers lui aussi. Hein. Oui, voilà, c'est lui ça, qui... Voilà, c'est pour appuyer ce que tu dis. Même s'il va certainement regretter à un moment donné ce côté assimilationniste, mais en tout cas, effectivement, à un moment donné, il la prenait. Donc ça pose en tout cas son idéologie à un certain moment. Maintenant, voilà, c'est dans un contexte historique bien particulier, et c'est pas pour autant qu'on doit tout jeter de ce qu'a fait Césaire. Tout à fait. Fanon, c'est différent, parce que du coup, là, il va aller sur le terrain, notamment en Algérie, mais en faisant cette lutte émancipatrice pour l'Algérie, ça va aussi contaminer toutes les luttes émancipatrices sur le continent, parce qu'à partir du moment où on voit que la France vacille, voire perd, forcément, ça encourage d'autres pays à côté à se dire, bah oui, s'ils ont perdu là, et si on crée des postes de résistance sur plusieurs endroits, ils ne pourront pas répondre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, en fait, la France a compris qu'ils ne pourraient pas lutter contre cette vague émancipatrice, donc ils vont lâcher, mais effectivement, ils vont faire derrière ça les accords. Et Fanon va prôner la violence révolutionnaire. Il n'est pas comme d'autres personnes qui vont se cacher derrière le fait qu'il faut être violent. Lui, il va prôner le fait qu'il faut répondre à une violence systémique et symbolique par de la violence, au même degré de violence. Donc si tu te fais qu'on appelle ça attaqué par l'institution, par l'État, etc., tu dois riposter par la violence. Pas comme l'autre joue. Non, alors lui, c'est vraiment pas cette posture-là qu'il a, et ça va contaminer les milieux révolutionnaires mondiaux. Je l'avais déjà dit une fois, Guevara dit qu'il est inspiré par les travaux de Fanon pour pouvoir mettre en place, en tout cas, les différentes guérillas et révolutions au niveau de l'Amérique du Sud. Donc, ces travaux pour une révolution africaine et les damnés de la terre sont très importants justement pour pouvoir comprendre que l'usage des armes à ce moment-là, lui, il va les théoriser concrètement. Donc ils vont s'appuyer sur sa théorie pour pouvoir effectivement mener des luttes révolutionnaires. Donc ça va être ça l'impact que vont avoir Fanon et Césaire sur les luttes panafricaines. Mais c'est très relatif par rapport à l'apport de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Sankara.
Encore une fois, il y a deux visions vraiment opposées. Et à chaque fois, chaque époque, parce que j'ai regardé, ça fait, au départ, c'est 1919, tu as dit. Donc, on va dire 20 ans après, ensuite 2 fois 30 ans. Il y a eu des choses qui se sont passées historiquement. Et puis, à chaque fois, chaque impact historique, il y a deux visions qui s'opposent. Celle qui reste, en fait, on va dire, dites pacifiques, ou en tout cas, ne font pas, bon, je ne vais pas lire mon nom, les choses à fond. Et puis la vision qui est beaucoup plus impactante et qui dit bon ben il faut tout péter, il faut tout casser et puis il faut y aller. Et ça, je pense qu'on le retrouve encore aujourd'hui. Et du coup, c'est impressionnant de voir que l'histoire en fait se répète. J'ai envie de dire que ça dépasse même les frontières, parce que on en parle avant l'émission, on ressent les deux pôles. On continue. En quoi les idéaux panafricanistes influencent-ils les luttes sociales et identitaires en Martinique aujourd'hui? Alors, elles vont les influencer parce que les situations qu'on vit ne sont pas neuves à l'échelle humaine et à l'échelle justement des populations africaines. Ce qu'on vit actuellement en Martinique, les Togolais l'ont vécu dans les années 60. Les Béninois l'ont vécu, par exemple, aussi dans les années 70. Se pose la question, à un moment donné, quand tu as un colonisateur, de si tu restes sous son joug ou si tu t'en émancipes. La Martinique, en fait, est dans ce carrefour-là. Sauf que nous, effectivement, on n'est toujours pas inscrits, parmi les populations d'ailleurs, à décoloniser. C'est un travail qui est fait, justement, et un travail qui est fait par toutes les composantes panafricaines qui existent en Martinique. Comparativement à la Nouvelle-Calédonie qui est inscrite. Voilà, par exemple. Donc, là où ça va impacter, c'est que, et notamment, comme je l'ai dit avec la visite, la venue en tout cas de Kémy Séba, c'est qu'il va raviver la flamme panafricaine que certains ont toujours véhiculé, notamment les mouvements de García Malsa, donc le MIR, le CNR, la Ligue panafricaine Moja qui va avoir une section ici, la Urgence panafricaniste qui a aussi une section qui est implantée en Martinique. Donc ce sont des territoires justement qui sont indécolonisés. Et la réflexion se pose sur, comme je l'ai dit avant, est-ce qu'on s'allie à une puissance qui n'est pas forcément dans la même vision du monde, en tout cas qu'on peut avoir, donc la Chine, la Russie, etc. Ou est-ce qu'on se rapproche des populations qui ont vécu des choses similaires avec nous, donc c'est-à-dire les populations qui vivent sur le continent africain. Est-ce que c'est pas plus pertinent de se rapprocher de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Maroc, bon ça c'est tout relatif en tout cas, mais voilà, de l'Éthiopie par exemple, qui sont des pays émergents et qui ont une ligne qui est différente que la ligne que va tenir justement les États-Unis ou la Russie ou la Chine. Donc l'idée c'est quand on se libère, de ne pas se libérer seul et de se libérer avec des personnes qui sont des alliés, qui seront plus respectueux de notre intégrité que des personnes qui ont déjà montré en fait qu'en tant que colonisateurs, ils sont dangereux. Quand tu parles de rapprochement, ça me rappelle en Haïti qui s'est rapproché pour ses forces militaires avec le Kenya. Oui, alors qui ne s'est pas rapproché, c'est le Kenya qui, dans le cadre de la résolution de l'ONU, a décidé en fait de venir en aide d'Haïti. Mais historiquement, il y a toujours eu effectivement des liens. D'ailleurs, Haïti a fait partie à un moment donné, ça rentre dans le débat pour que ce soit le 55e État, en tout cas africain, même si on est sur le continent américain. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau idéologique, que le panafricanisme apparaît comme une alternative au fait de s'allier avec des puissances qui vont certainement en fait avoir des visions assimilationnistes ou utiliser nos territoires pour leur fin à eux. Donc on considère en tout cas que l'union, comme on l'a dit, avec les populations afrodescendantes, et comme on sait qu'on a certains liens culturels, spirituels avec justement le continent africain, de faire en sorte que tout le monde en fait se libère et effectivement crée ce fameux rêve qu'avait Nkrumah, donc l'État fédéral africain, avec la diaspora et aussi les populations qui sont sur le continent. Et donc ça veut dire aussi Haïti, ça veut dire pouvoir protéger Haïti, ce que les Européens ne sont pas capables de faire. Et c'est pas au-delà de ne sont pas capables de faire, ne veulent pas faire. Les Occidentaux. Les Occidentaux, voilà. Parce que ça ne répond pas à leur intérêt. Ok. À chaque fois, vous me regardez comme si vas-y, on sait jamais. Si tu voulais rebondir. Non, ça va. En quoi les idéaux panafricanistes, non, ça je déjà posé la question, quel parallèle peut-on établir entre les luttes anticolonialistes martiniquaises et celles des pays africains? On va un petit peu parler. Oui, aussi. voilà, donc c'est ça l'idée, c'est qu'on vit des réalités qui sont similaires. Et d'ailleurs,
c'est que quand on parle justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une opposition, c'est une nuance en tout cas entre les indépendantistes et les souverainistes. Parce que qui dit indépendance dit aussi qu'on a vu les effets ou les conséquences que ça a eu, les indépendances que certains pays africains ont pris, notamment en restant francophones. Parce que le développement que les pays francophones ont eu est très différent du développement que les pays anglophones ont eu, voire même que les pays lusophones. L'Angola a un développement qui est très différent justement que les pays comme le Togo ou la Guinée. La différence entre les anglophones et les francophones. Et le niveau de développement n'a rien à voir. Au Nigeria, par exemple, avec le cinéma, tout ça, il y a énormément de différences comparativement avec, par exemple, le Sénégal ou d'autres pays. Exactement. Ils ont un rayonnement qui est différent. Donc, là où ça va être, là où il y aura un parallèle, ce sera par rapport à cette situation-là. Nous, si on parle de souveraineté, c'est parce qu'on a vu justement les échecs qui ont pu se faire à ce niveau-là et qu'on considère qu'aujourd'hui, il ne faut pas être autonome. Il ne faut pas avoir seulement des poches d'autonomie et laisser tout ce qui est important finalement dans l'émancipation d'un peuple, donc tout ce qui va être régalien, donc la défense, la sécurité, l'éducation. L'éducation nationale surtout aussi. Voilà, par exemple, ne pas laisser ça aux colons ou aux colonisateurs ou à la personne qui va soi-disant nous protéger, mais que ça émane de notre propre expérience et de notre propre vision. Donc, l'idée, c'est justement de s'appuyer sur des initiatives qui sont faites comme ça. Je parle au niveau de l'éducation, où le Nigeria, par exemple, a officialisé le Yoruba comme langue officielle, le Swahili et la langue officielle en Tanzanie. Et donc, du coup, les ouvrages qui vont aussi être étudiés dans les universités et dans les écoles vont être des ouvrages qui s'appuient sur les langues qui sont parlées localement. Donc, nous, par exemple, si on parle de souveraineté, est-ce que du coup, on met la langue martiniquaise justement au milieu de notre programme d'éducation. Ce qui veut dire aussi qu'on peut aussi étudier comment le Swahili développe ses outils pédagogiques pour pouvoir avoir une pédagogie qui est propre à eux. Parce que le fait d'apprendre une langue qui vient du bassin latin et une langue qui vient de l'Afrique de l'Est, c'est deux choses différentes. Je l'ai dit la dernière fois que la structure linguistique n'est pas du tout la même. La grammaire n'est pas la même. Les fonctionnalités qu'on met derrière la langue, la syntaxe, c'est pas du tout la même chose. Donc, on peut l'enseigner de la même façon. Donc, nous, justement, ça nous permet aussi de voir comment ça se fait avec des langues qui sont similaires à les nôtres sur certains points. Comment on peut mettre en place un système éducatif. Comment on peut mettre en place un système économique qui ne serait pas capitaliste ou qui serait plus écologiste. Il y a des pays justement africains qui font ces expérimentations-là et qui serait intéressant justement d'aller voir comment ils fonctionnent pour ne pas forcément calquer ce modèle-là sur ici, mais pouvoir s'en inspirer pour créer un modèle qui soit le nôtre. Mais en partant du principe que ce qu'on veut, c'est la souveraineté et pas l'indépendance en étant quand même allié à une puissance qui va nous écraser et nous aliéner. J'ai envie de dire la force qu'en 2024, parce que nous avons des exemples avec tous ces pays-là qui ça s'est bien passé, comme d'autres ça s'est moins bien passé. Donc à travers tous ces exemples-là, on peut en tirer certaines choses. Voilà, et certaines leçons. Et comme l'a dit Audrey, l'idée c'est pas de reproduire les mêmes erreurs. On va pas repartir justement sur deux groupes qui s'opposent et il y en a un qui forcément aura l'appui, par exemple, des colons, parce que ça va leur servir en fait, parce qu'après ils pourront arriver et dire mais ok, on fait du marché commun, d'accord, donc du coup on va faire des contrats et vous allez voir que vous allez tirer votre compte. En fait non, ça va toujours profiter aux capitalistes d'avoir ce type de comportement là. Donc à un moment donné il faut quand même tirer des leçons du passé et se dire ok, ça on l'a expérimenté, allons vers une voie de développement et d'émancipation qui est différente. Mais pour pouvoir, excuse-moi encore, pour pouvoir justement tirer des leçons du passé, tu vois, ce que tu as fait aujourd'hui, là, que tu expliques, ça permet justement de comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Et en plus, quand tu fais la différence entre indépendance et souveraineté, ça aussi, mais ce sont des mots qu'on entend, on a l'impression de comprendre, mais quand on voit l'histoire et qu'on comprend vraiment les luttes, ça permet de se positionner, en tout cas en toute conscience, je pense. Et voilà, donc merci beaucoup. Ok. Et du coup, ça permet aussi de voir les exercices de souveraineté qui se font sur le continent. Parce qu'il y a je ne pourrais pas citer énormément de pays qui sont dans une dynamique de souveraineté sur le continent. Ils sont toujours aussi, comme je l'ai dit, militairement, il n'y a pas de pays africain qui s'autodétermine. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir étudier ces aspects-là et réfléchir à comment on peut être souverain, parce que c'est quelque chose qui est très neuf et très récent en tout cas à l'échelle des pays africains et afrodescendants. En même temps aussi, les pays
je dirais, les colons, leur but aussi, c'était de démontrer que si vous, comme Haïti par exemple, si vous voulez être indépendant, ben, je vais vous mettre des bâtons dans les roues pour éviter que d'autres puissent Voilà, c'est ça. suivre votre exemple. Je veux Exactement. dire. Et il y a toujours des relents, parce que quand on parle justement d'indépendance, c'est un des premiers réflexes, c'est de parler d'Haïti. Et comme je l'ai dit souvent, on parle peu de Cuba, de l'expérience que Cuba Tout à fait. a vécue. Avec On les parle peu Américains. de la Barbade, par exemple. On parle peu de comment s'est développé Trinidad, etc. Donc c'est toujours... C'est fait exprès. Évidemment, oui, ce sont d'ailleurs, on va le voir après. On continue. Tu veux rajouter quelque chose? Non, j'attends en fait. La suite. Comment les mouvements panafricanistes pourraient-ils influencer les relations entre la Martinique et l'Hexagone? Ouais. Donc, ils pourront l'influencer au niveau justement de comment se libérer du De joug. la joute. Voilà, de la joute, et comment comprendre que le fait qu'on soit encore français ne résulte pas d'une bienséance, qu'on appelle ça, de l'altruisme de la France. Ça ne résulte pas de ça. Ça résulte effectivement d'importances qui sont notamment géopolitiques, géostratégiques, écologiques, etc. On n'est pas là, et au niveau de certaines expérimentations, on n'est pas en fait en peuple ami qui collaborent et qui ont des échanges commerciaux, culturels qui sont dénués de volonté justement de pouvoir utiliser nos ressources. Mais Ulrich, par exemple, lors des votes pour l'article 73-74, on a donné la possibilité aux Martiniquais d'avoir un peu plus de responsabilité, et malgré ça, ils ont préféré rester sur la joute française aussi. Exactement, mais il faut... Essayons de faire un retour en arrière sur le moment de ce vote-là. Est-ce qu'il y avait dans le débat des panafricanistes? Est-ce qu'il y avait des idéaux, en tout cas panafricanistes, qui étaient proposés? Est-ce qu'il y avait une autre alternative que le fait d'être français ou autonome qui était mis en avant? Peu ou pas. Comme je l'ai dit, à la rigueur, c'est Grâce à Malsain qui pouvait en parler. Mais on n'était pas dans le débat. Et finalement, on a pris une décision sans, pour moi en tout cas, sans point de vue éclairé, sans vraiment une conscience politique. Les gens ont suivi. Ben oui, et ils ont suivi justement, comme souvent, ce que le leader a dit. Ils n'ont pas seulement suivi, puisqu'ils avaient une certaine idée de ce dans quoi ils étaient, qui n'était pas forcément la réalité. Comme Ulrich disait tout à l'heure, on n'est pas amis, en fait. Et les réalités avec la France, c'est comment dire, ce que les gens pensaient avant, aujourd'hui, je suis persuadée qu'ils pensent autrement. Ah, ça c'est clair. Voilà, 2024, ça, c'est donc en clair. fait, c'est pas seulement suivre, c'est suivre quelqu'un. C'est aussi leur conscience d'avant. L'éveil des consciences également Voilà. s'effectue. Au fil du temps, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, on refait la même chose, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je pense que le débat sera beaucoup plus nourri. Exactement. Et à ce moment-là, je pense que les résultats seraient différents. Mais si on n'a pas cette nourriture-là, notamment historique, et ce point de vue historique, évidemment que dans les débats, on va rester sur est-ce qu'on reste dans le 73-74. Les panafricanistes ne sont pas sur est-ce qu'on reste dans le 73-74. C'est on fout le camp et comment on fout le camp, à la rigueur. Mais c'est pas comment je reste dans ces situations-là où je négocie ma liberté. Non, c'est je m'émancipe. Et en fait, j'en ai rien à faire de ce que vous pouvez penser de mon émancipation. J'ai une question. Vas-y. Ouais, j'ai une question par rapport au passeport que le Bénin propose en fait aux Afro-descendants. Est-ce que en fait ça fait partie des outils du panafricanisme en fait et de la libération peut-être quelque part des peuples afro-descendants? Oui, alors je ne veux pas dépeindre tous les aspects négatifs, parce qu'il y en a, hein, notamment le fait que ça vienne Du Bénin. non, de Talon, plus exactement, pas forcément du Bénin, mais de Talon. Il a des visées politiques derrière. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était en Martinique il n'y a pas longtemps. C'est ça. Petit parent certain. Voilà, donc voilà. Ça va être le gros défaut de cela, mais effectivement, par contre, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue panafricain, ça nous permet d'avoir une possibilité d'aller sur un territoire, sur le continent, d'avoir, alors attention, c'est une nationalité qui est négociée aussi, on n'est pas des Béninois à part entière quand on a ce passeport-là, mais au moins ça nous permet, par exemple, de circuler librement. Là, aujourd'hui, on est obligé, par exemple, pour aller
au niveau du Ghana, je vais prendre cet exemple-là, on est obligé d'avoir un visa et qui se négocie au niveau de la frontière, parce qu'il y a la corruption. Ce qui fait que des fois, tu peux t'en sortir avec 230 €, une autre fois, tu peux t'en sortir avec 400 € pour pouvoir aller d'un territoire à un autre. En ayant ce passeport-là, ça nous permettrait justement, par exemple, de nous déplacer beaucoup plus facilement, en tout cas dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un des avantages qui nous permet, par exemple, de véhiculer les idées du panafricanisme et d'être libre de pouvoir le véhiculer, d'être libre de pouvoir aller sur ces territoires-là et de pouvoir avoir, par exemple, de quoi se loger. Attention, dès que Kémy Séba a mis ses pieds dans certains pays en Afrique, il a arrêté. Hein. Oui, certes, mais ça c'est des considérations politiques. Tous les Martiniquais qui iront là-bas n'iront pas en ayant le problème de Kémy Séba. Tout à fait. Ah, ça... Non, encore une petite question. On peut conclure avec une petite question. Quels sont les défis, puisque c'est intéressant, quels sont les défis ou les résistances auxquelles le panafricanisme pourrait faire face dans le contexte spécifique de la Martinique? Le défi, comme je l'ai dit, ça va être maintenant de pouvoir avoir une information qui soit fluide et d'arriver à faire face à l'opposition qui est faite par la République française, qui considère que les panafricains sont des séparatistes, donc des personnes qui prônent la séparation totale de la France, ce qui est en quelque sorte le cas. Mais c'est mis au rang en fait des causes, des mouvements qui sont les plus dangereux pour la République française. Parce que ça rompt en tout cas avec l'assimilation. Une cassure. Et du coup, c'est un discours qui est dangereux pour eux. Là où ça va être un défi, ça va être justement de faire face à cette virulence, de cette propagande qui va faire que, je vais prendre justement encore une fois, mais je le prends parce que c'est symptomatique et que ça permet en tout cas de se faire une idée du traitement médiatique qui est fait de Kémy Séba. Et je me retrouve encore aujourd'hui à expliquer quel est l'impact de Kémy Séba et pourquoi il a un discours. On parle toujours, les médias en tout cas français, parlent toujours du Kémy Séba des années 2000, d'avant, quand il avait des propos... Le côté sulfureux. Et notamment qui était limite avec les Juifs, son rapport avec les Juifs. Alors que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette personne-là, qui lui-même l'explique, qu'il a eu un cheminement intellectuel, idéologique, et que me juger par rapport à ce passé-là, c'est intellectuellement fallacieux. Donc, c'est ça, ces défis-là. Ça va être de réussir à avoir une information qui ne sera pas modifiée par l'idéologie républicaine française, qui, eux, a tout intérêt à ce qu'on ne parle pas de panafricanisme et qu'encore une fois, qu'on ne crée pas de lien ni culturel, ni économique, encore moins politique avec les populations qui se trouvent sur le continent africain. C'est ça lié le mouvement. Alors oui, mais du coup, il va falloir réussir justement à faire naître ce mouvement-là en Martinique, le faire émerger et qu'il puisse avoir sa place dans le débat politique martiniquais. Parce que, pour moi en tout cas, il a une hypotalent parce que, justement, nos luttes ressemblent beaucoup à ce que nos frères, en tout cas du continent, ont connu dans les années 60. Est-ce qu'on va chercher aussi à minimiser, à dire que groupuscule... À diaboliser. Tout ce qu'on voit aujourd'hui qui se fait contre les personnes du APRAC, c'est la même chose en fait qui est répercutée sur les figures panafricaines. Et donc du coup, à côté de Kémy Séba, il y a aussi Hamzat Yabara Boukari. Allez voir un peu l'histoire de Hamzat et vous verrez justement que il est aussi combattu idéologiquement par justement la France. Alors, ouais, merci de me regarder. Non, oui, j'avais quelque chose à dire en fait. Puisque, donc au début, tu as parlé du fait qu'il ne fallait pas, enfin, pas qu'il ne fallait pas s'informer sur les réseaux, mais qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites par rapport au panafricanisme et qui pouvaient nous embrouiller. On n'était pas dans le vrai, comme on parle des médias maintenant. Où peut-on trouver les informations véritables sur les avancées du mouvement et de l'idéologie et des figures aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut s'informer vraiment, quoi? Ok, alors, il n'y a pas un média à part entière qui fait ce travail-là. Il y a plusieurs personnes que moi j'invite en tout cas à suivre parce qu'ils donnent des informations qui sont un peu plus objectives sur ce qui se passe et qui font aussi beaucoup d'allers-retours. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'Hamzat Yabara Boukari. Il y a Elisabeth Desiseko qui, elle, étudie beaucoup les liens entre le Ghana et le Congo après la mort de Lumumba et qui est aussi une afroféministe. Et donc, du coup, qui donne aussi une vision du panafricanisme qui est plus inclusive au niveau de la condition de la femme. En tout cas, qui traite de la condition de la femme. Parce que ça, c'est une vraie problématique qu'on n'a pas traitée. Et comme vous avez vu, c'est un défaut effectivement intellectuel. Toutes les personnes que j'ai citées, ce sont des hommes. Elle, justement, elle parle justement des figures féminines
et elle donne aussi un regard différent sur l'actualité en fonction de cela. Donc ça va être ces personnes-là, ou Alain Foucault aussi, qui fait... aussi. Bon, c'est mitigé. Moi, en tout cas, je privilégie toujours les personnes qui ont fait le geste d'aller vivre sur le continent. Aussi, ouais, voilà. Elle habite en Suisse. Merci. Voilà, donc, oui. bon, j'ai toujours ce truc-là. Oui. Donc, ça va être de suivre justement les comptes. Donc, il y a aussi Alain Foucault, il y a aussi Pensée d'Afrique, qui, eux aussi, sont sur le continent et donnent des éléments, en tout cas, d'analyse qui sont très pertinents et qui permettent aussi de relativiser, en tout cas, certaines informations qui nous arrivent. Et des idéalisations aussi qui peuvent être faites. Quand on parle du Mali, il faut faire attention. Par exemple, le Mali qu'on appelle ça, démis de ses fonctions le Premier ministre. Il faut se poser la question toujours, les militaires n'ont pas pour fonction de rester au pouvoir longtemps, parce que ça n'a pas donné de résultats, en tout cas, qui sont bénéfiques pour moi. Il faut pouvoir redonner le pouvoir au peuple. Voilà. Ce n'est pas l'agenda, malheureusement. On n'entend pas, en tout cas, assez parler de cela. Donc, voilà, c'est d'aller vers une connaissance qui est plus directe avec des personnes comme ça, qui donnent des informations plus neutres, parce qu'au niveau des médias, c'est toujours très biaisé. Des formations. Voilà, même si on peut avoir des informations de base, mais il faut pouvoir les contrebalancer avec des personnes qui se sont rendues sur le continent. Mais comme je le dis toujours, faites gaffe à ce que les personnes qui parlent d'un point de vue intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui vont parler notamment du Ghana, de certaines choses qui se font au Ghana, comme je l'ai dit. Quand je suis allé au Ghana, je me suis rendu compte que la population n'est pas du tout au courant de ce que j'ai pu entendre parler de personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Ghana. Donc, faisons en sorte justement de faire ce pont-là et d'aller aussi sur le continent, parce que ça nous permet d'avoir des sources d'informations. Quand je veux avoir des informations sur ce qui se passe dans certaines régions, mais grâce aux contacts que j'ai noués, mais je peux avoir des informations qui sont plus brutes en fait. Bon, on touche à la fin. Hein. Une petite conclusion par rapport à cette thématique. C'est un peu plus clair pour toi, Audrey ? Oui, beaucoup plus clair, et je me remercie pour les questions et pour les réponses en fait qui sont assez complètes. Et puis ouais, j'ai bien aimé en savoir plus, puisque ça met en lumière ce qui se passe aujourd'hui, et on peut faire un parallèle mais facilement quoi. Ouais. C'est les époques qui changent, mais j'ai l'impression que c'est le même combat. Oui, mais le but, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'en tenir, juste de retenir ce qui s'est passé avant pour pouvoir améliorer aujourd'hui et demain, d'ailleurs. C'est pour la victoire, donc aller. Et d'arrêter aussi de faire certaines oppositions qui, historiquement, n'ont pas de pertinence. Malcolm X, Luther King, Garvey, Du Bois, comme je l'ai dit, tout le monde a ses contradictions et c'est pas pour autant en fait, qu'il faut jeter tout ce que ces gens-là ont fait. Parce que chacun a apporté une contribution qui est notoire historiquement. Il faut aller au-delà de ça. Exact. Eh bien, j'espère en tout cas, de par tes explications, de par tes questions pertinentes et de par également mes questions à moi, il faut le dire aussi, que ce sera un peu plus clair pour vous concernant le panafricanisme. C'était une thématique très intéressante. On constate qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à revoir. Et ça nous permet d'avoir des pistes également pour la suite. Donc c'est ça aussi, hein, c'est ça peut-être, vous avez déjà constaté. Donc je vous remercie, Ulrich, Audrey. Le rendez-vous est pris. Je rappelle également, pour la semaine prochaine, nous recherchons des Africains, des Ivoiriens, des Béninois, des Africains qui vivent en Martinique. Et vous avez la possibilité de nous envoyer un petit mail via Instagram, ou bien Facebook, ou bien TikTok, FMedia 2344. Comme ça, vous prenez contact avec nous pour participer à l'émission la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne soirée.